Dans le grand corps social de l'Empire, dans le grand corps social de l'Empire qui a la consistance et l'inertie d'une méduse échouée, dans le grand corps social de l'Empire qui est comme une énorme méduse échouée de toute sa rondeur sur toute la rondeur de la Terre, sont plantés des électrodes, des centaines, des milliers, des nombres à peine croyables d'électrodes de types si divers qu'elles n'ont même plus l'air d'électrodes. Il y a l'électrode télé, bien sûr, mais il y a aussi l'électrode argent, l'électrode pharmaceutique et l'électrode jeune fille. Par ces milliers, ces millions d'électrodes, qui sont de nature tellement diverses que j'ai renoncé à les compter, on maintient l'encéphalogramme plat de la métropole impériale. À tout instant, on diffuse par ces canaux imperceptibles pour la plupart les informations, les tournures d'esprit, les affects et les contre-affects susceptibles de prolonger le sommeil universel. Et notez que je passe sur tous les capteurs qui s'ajoutent à ces électrodes, sur tous les journalistes, sociologues, flics, intellectuels, professeurs et autres agents à qui je ne sais quel incompréhensible bénévolat a délégué la tâche d'orienter l'activité des électrodes. Ce n'est pas au hasard que l'on diffuse, à tel ou tel moment opportun, tel ou tel sentiment de terreur, de contentement ou de menace. Il convient de maintenir dans la population un certain niveau d'angoisse afin de préserver la disponibilité générale à la régression, le goût de la dépendance. Nul ne doit s'affranchir de cette position infantile de passivité repue ou querelleuse, de satiété engourdie ou de revendication géniarde qui fait le méchant murmure de la couveuse impériale. On dit « le temps des héros est passé », dans l'espoir d'enterrer avec lui toute forme d'héroïsme. Le sommeil de l'époque n'est pas le bon sommeil qui procure le repos. C'est plutôt le sommeil traversé d'angoisse et qui vous laisse plus épuisé encore, désireux seulement de le retrouver, pour fuir un peu plus loin l'irritante réalité. Il est la narcose qui appelle une narcose plus profonde encore. Ceux qui, par malheur ou par chance, s'extraient du sommeil prescrit, naissent à ce monde en enfants perdus. Où sont les mots? Où est la maison? Où sont mes ancêtres? Où sont mes amours? Et où sont mes amis? Il n'y en a pas, mon enfant. Tout est à construire. Tu dois construire la langue que tu habiteras. Tu dois construire la maison où tu ne vivras point seul. Tu dois trouver les ancêtres qui te rendent plus libre. Et tu dois construire la nouvelle éducation sentimentale, par quoi, à nouveau, tu aimeras. Et tout cela, tu devras le bâtir sur l'hostilité générale, car ceux qui se sont réveillés sont le cauchemar de ceux qui dorment encore. Ici prévaut la règle du non-agir, qui s'exprime ainsi. La fécondité de l'action véritable réside à l'intérieur d'elle-même. Je pourrais dire cela autrement. Je pourrais dire, l'action véritable n'est pas un projet que l'on accomplit, c'est un processus auquel on s'abandonne. Qui agit, aujourd'hui, agit en enfant perdu. L'errance gouverne cet abandon. Nous errons parmi les ruines de la civilisation. Et précisément parce qu'elle est en ruine, cette civilisation, il ne nous sera pas donné de l'affronter. C'est une bien curieuse guerre, celle où nous sommes engagés, et qui veut que des mondes et des langages soient produits, que des lieux soient ouverts et offerts, que des foyers soient établis au milieu du désastre. Il y a cette vieille notion, bolchevique et un peu frigide certes, la construction du parti.
Je crois que notre guerre, à présent, c'est de construire le parti, ou plutôt, c'est de donner à cette fiction dépeuplée un contenu nouveau. Nous bavardons, nous nous léchons, nous préparons un film, une fête, une émeute, nous rencontrons un ami, nous partageons un repas, un lit, nous nous aimons. En d'autres termes, nous construisons le parti. Les fictions sont des choses sérieuses. Nous avons besoin de fiction pour croire à la réalité de ce que nous vivons. Le parti est la fiction centrale, celle qui récapitule la guerre de l'époque. Dans les derniers siècles de l'Empire romain, tout était pareillement usé. Les corps étaient là, les dieux mourants, et la présence en crise. Aux quatre coins d'un monde en exil retentissait la grande supplique, qu'on en finisse. La fin d'une civilisation poussait à la recherche d'un autre commencement. L'errance venait apaiser le sentiment d'être partout en étranger. Il fallait s'extraire du commerce décivilisé. Tandis que de fameuses sectes expérimentaient de singulières formes de communisme, certains cherchèrent dans la solitude l'exode nécessaire. Ils s'appelaient les monachoi, les solitaires, les uniques. Ils allaient s'installer seuls, dans le désert, à des dizaines de kilomètres d'Alexandrie. Ils furent bientôt en si grand nombre, ces solitaires, ces déserteurs, qu'ils durent s'inventer les règles d'une vie collective. Et l'empire qu'avait sur eux l'ascétisme chrétien en fit les premiers monastères. On peut dire que des monastères naquit en peu de temps une civilisation plus détestable encore que celle qui l'avait précédée, mais enfin, elle naquit de là. Ceci pour défendre et illustrer la valeur stratégique du retrait offensif. Il est dans l'art de la guerre qu'à de certains moments, il vaille mieux produire des lieux et des amitiés que des armes et des boucliers. Qui s'exile, exile, l'étranger qui s'en va, emporte avec lui la cité habitable.